Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Plan de Rome, au Nocturne du Plan de Rome. Nous retrouvons notre amphi habituel après la petite escapade à la Viola romaine le mois dernier. Cette nocturne sera filmée comme celle de la saison dernière. Merci à Stéphane et Guillaume qui assurent cette captation. Et à partir de la semaine prochaine, cette séance sera visible sur Internet. Donc, ce soir, la nocturne est consacrée à l'enseignement. Alors, il ne s'agit pas de faire un cours, un exposé sur l'éducation à Rome, ce serait l'histoire de l'éducation à Rome, ce serait beaucoup trop long, mais simplement de donner quelques éléments sur ce qu'était l'enseignement dans la Rome que nous représentons, dans celle que nous vous présentons d'habitude, la Rome du IVe siècle après Jésus-Christ. Comment était organisé l'enseignement? Selon quel cycle? Quelle était la vie des élèves? Comment l'école fonctionnait? Comment les professeurs étaient recrutés? Comment ils étaient payés? Et puis ensuite, Sophie vous emmènera dans la Rome virtuelle visiter les lieux de l'enseignement. Alors commençons par l'organisation de l'enseignement au IVe siècle après Jésus-Christ. Il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui trois cycles. Alors, les Romains n'appellent pas ça tout à fait comme cela, mais regardez cet exemple, Apulée, qui nous dit « La première coupe, celle des éléments de toutes lettres, fait disparaître l'ignorance. La deuxième, celle des grammairiens, donne l'instruction. La troisième, celle du rhéteur, donne l'arme de l'éloquence. » Ce sont les trois étapes de l'enseignement à Rome. Ce sont ce que nous appellerons aujourd'hui les trois cycles. Le premier cycle, c'est le primaire. Le primaire, c'est de l'âge de 7 ans, au moment où l'enfant quitte le milieu familial, quitte l'éducation familiale, pour aller à l'école publique, et il va y rester jusqu'à 11-12 ans. Ces écoles publiques à Rome sont très anciennes, on estime que leur création remonte au 7e, au 6e siècle. Le professeur s'appelle literator, plus souvent magister, primus magister, magister ludi, et on va apparaître le mot d'instituteur, institutor. Le deuxième cycle, c'est le secondaire. Le secondaire, l'enfant y entre à partir de l'âge d'11-12 ans et il y reste jusqu'aux environs de 15-17 ans. C'est le moment où l'enfant va quitter, va ne plus être un enfant. Enfin, je parle toujours d'enfant parce que pour les Romains, c'est toujours un enfant. L'enfant devient un homme lorsqu'il prend sa toge virile et c'est aux alentours de 17 ans. Le professeur, là, s'appelle le grammaticus. Ce sont des écoles qui existent à Rome depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et le troisième cycle, c'est l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur que l'on voit attesté à Rome à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les jeunes y entrent entre 15 et 17 ans et ils y restent jusqu'à 20 ans. Le professeur s'appelle le rhéteur. Le rhéteur. Alors, quel est le programme d'enseignement? Que fait-on dans ces différents cycles? Eh bien, au cours du primaire, on apprend essentiellement à lire et à écrire. On fait également de la récitation, mais c'est ça l'essentiel du programme, apprendre à lire et à écrire. Dans le secondaire, on va étudier la langue d'un point de vue théorique et on va expliquer essentiellement les poètes classiques. Les prosateurs ne sont en théorie pas du programme du grammaticus, de l'enseignement secondaire, mais on les voit apparaître de plus en plus. Ceci dit, le programme est relativement réduit en nombre d'auteurs. Les poètes, c'est essentiellement Virgile et Terence. Virgile, l'auteur de l'Énéide, des Géorgiques, et Terence, l'auteur de comédie. Et quand il y a des prosateurs qui sont étudiés, c'est Cicéron et Salluste. Ces quatre-là, ce sont les quatre auteurs principalement étudiés. Alors, on passe beaucoup de temps dans le secondaire à étudier, à faire de l'explication de texte, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas lire les textes latins sans les comprendre. Regardez le manuscrit que je vous ai affiché. C'est un manuscrit qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. C'est un manuscrit de Virgile. C'est le début des Géorgiques. Regardez, les mots ne sont pas séparés. Les mots ne sont pas séparés, donc pour lire, il faut comprendre quis, si,
nec potuere. Et ce qui est remarquable ici, c'est que le copiste a fait une faute. Et il s'est trompé. C'est pas quis sinec, c'est quis sine nec potuere. Il a oublié une syllabe. Et dans ce manuscrit, qui est pourtant un beau manuscrit, vous le voyez, sur les 15 premiers vers, il y a 8 fautes. Eh oui, 8 fautes. Ça veut dire que le grammaticus devait passer une bonne partie de son temps à expliquer et à relever les fautes des manuscrits qu'avaient les enfants, puisqu'ils n'avaient pas tous les mêmes manuscrits, puisque c'était recopié, hein, bien entendu. Donc un travail extrêmement long, extrêmement difficile, ce qui explique le temps que les jeunes passent simplement à l'étude des textes, à l'explication des textes. Alors, j'allais laisser le troisième cycle, qui est important, l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, on apprend l'art oratoire. On apprend à parler, à faire des discours. C'est important pour l'homme politique, pour la carrière politique du citoyen. Et puis, c'est une formation, un métier qui est destiné en grande partie à ces jeunes qui vont sortir de l'école, qui vont s'engager dans les carrières juridiques, qui vont être avocats. Difficulté supplémentaire à Rome, c'est que l'Empire romain est bilingue. Alors bien sûr, la langue officielle, c'est le latin. Mais on parle grec dans toute une partie de l'Empire, c'est la zone que vous voyez ici en vert, et on doit apprendre les deux langues. Alors ça se fait plus dans un sens que dans l'autre. On voit les latins apprendre davantage le grec que les grecs n'apprennent le latin. Mais au IVe siècle, le grec régresse et le latin progresse. Le latin, c'est bien sûr la langue qui reste la langue officielle et la langue de l'armée, mais on voit que dans les bureaux impériaux, dès l'époque de Claude, au 1er siècle après Jésus-Christ, pour la correspondance de l'empereur, eh bien, on a un bureau qui est ab epistulis latinis, pour le courrier écrit en latin, et un bureau qui est ab epistulis graecis, pour les courriers qui va être écrit en grec. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en plein monde latin, on est capable, surtout dans une zone comme celle de Marseille, c'est l'exemple que j'ai choisi, qui est une région d'origine grecque, on est parfaitement capable de comprendre le grec. Qu'est-ce que c'est la pierre que je vous affiche ici? C'est une enseigne. Et ce n'est pas une enseigne n'importe quoi, c'est l'enseigne d'un professeur. Un grammaticus. Et ce qui est fort, c'est que ce grammaticus, ce n'est pas un grammaticus qui enseigne le grec, c'est un grammaticus qui enseigne le latin. C'est un grammaticus, c'est Athénades, Dioscoridou Ouios, grammaticos romaikos, donc Athénades, fils de Dioscoride, grammaticus, grammairien, latin, romaikos. Eh bien, son enseigne est en grec. Ça veut dire que les gens de Marseille étaient capables, tout simplement, tous, bien qu'en zone latine, de parler et de comprendre le grec. Alors du coup, les enfants à l'école devaient apprendre les deux langues. Et on trouve des manuels de conversation pour les enfants, on a conservé en deux langues. Alors c'est amusant, ici c'est un manuel pour les petits, où on donne dans les deux langues des mots de conversation quotidienne, des mots de tous les jours. Je prends le côté latin, dies, le jour, sol ortus est, le soleil est levé. Et puis on reprend, pour avoir le mot, le substantif cette fois, solis ortus, le lever du soleil, lux, la lumière, et on donne un synonyme, lumen, la lumière, iam lucet, maintenant il fait jour, aurora, l'aurore, et regardez, de l'autre côté, en texte grec, on a la même chose, anatole, phos, l'équivalent de lux, phaos, un équivalent de phos, et des phositei, maintenant il fait jour. Antelucem, avant la lumière, mané surgo, je me lève le matin, surexi delecto, on passe à la troisième personne maintenant, il s'est levé du lit. Et on redonne le mot nominatif, lectum, le lit, et chaque fois le correspondant en grec. Et puis, à un niveau supérieur, on pratique la version. C'est plus la conversation, ce sont les textes littéraires que l'on va traduire. Regardez ce que nous dit Quintilien, qui est un grammairien, un grammaticus du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est devenu célèbre, lui. Traduire du grec en latin était, au jugement de nos anciens orateurs, l'exercice le plus utile. C'est celui auquel Lucius Crassus dit dans le traité de Cicéron intitulé De Oratore qu'il s'est souvent livré. C'est celui que Cicéron recommande expressément en son propre nom. Et on retrouve des papyrus avec traduction
traductions qui sont des traductions scolaires. Des traductions, enfin scolaires, nous demandons aux nos étudiants de ne pas faire cela. Parce que qu'est-ce qui est fait sur cette traduction? C'est que le texte latin, c'est le texte original qui est à gauche, c'est un extrait des Catilinaires de Cicéron. Il est en colonne, quasiment un seul mot par ligne. Et en face, on met le mot grec correspondant. Une traduction juxtalinéaire, justement ce qu'il ne faut pas faire en traduction. Je vais vous prendre deux exemples qui sont faciles à lire. Regardez, on va prendre ce mot latin-là, le mot belli. Belli, la guerre au génitif de bellum. Eh bien, en face, le mot grec, polémou. Un peu plus bas, un mot facile à repérer aussi, periculum, le danger. Eh bien, en grec, en face, o, parce qu'il y a l'article en grec, hein, o, kindunos. Voilà, ligne par ligne, on traduit mot par mot le texte latin. Alors, question enseignement public, enseignement privé. Ce n'est pas une question gratuité ou pas gratuité. De toute façon, l'enseignement est toujours payant. L'enseignement est toujours payant. Mais on peut distinguer un enseignement public contrôlé par les municipalités, jamais par l'État. L'État, sous la République, il n'y a jamais eu de public scolaire, et sous l'Empire, il n'y a jamais eu d'administration impériale gérant l'ensemble de la politique scolaire. Par contre, les empereurs vont s'intéresser de plus en plus à la question de l'enseignement. Bon. Par contre, les municipalités, les villes, créent leurs propres écoles à partir du Grammaticus et pour les écoles supérieures. Et des écoles primaires, bien entendu. À côté de cet enseignement public contrôlé par les municipalités, il existe deux autres types d'enseignement. D'abord l'enseignement dans la famille, qui est très important, qui reste très important. Ça va être d'ailleurs l'enseignement systématique pour les grandes familles. Les familles d'empereurs, par exemple, les empereurs élèvent leurs enfants chez eux. Ce sont des précepteurs renommés. Un certain Ozone, par exemple, a été le professeur du fils de l'empereur Valentinien, Gratien. Mais Quintilien, au 1er siècle, se pose encore la question. Cependant, l'enfant grandit. Il est temps qu'il sorte du giron et qu'il commence à travailler sérieusement. C'est ici le lieu de traiter cette question. S'il vaut mieux faire étudier un enfant dans la maison paternelle et dans le sein de sa vie privée que de le livrer au monde des écoles et à des professeurs, pour ainsi dire, publics. Donc on se pose cette question, enseignement familial, enseignement privé. Et d'un autre côté, on a aussi des écoles privées sans contrôle municipal. On le sait, si je puis dire, par la contradiction, puisque on voit l'empereur Julien en 362 qui demande d'interdire ces écoles privées, ou du moins il demande à ce que tous les maîtres d'école et les professeurs, magistros, donc l'enseignement primaire, magistros studiorum doctoresque, et l'enseignement secondaire, il demande à ce qu'ils se distinguent par leur heure et par leur oratoire, et qu'ils soient contrôlés par les autorités municipales. Filles et garçons. Alors, c'est un débat qui reste ouvert. Pour ma part, je n'ai trouvé que ce témoignage sûr, incontestable, qui prouve qu'à l'école primaire, garçons et filles étaient mélangés. C'est un texte de Martial, un texte satirique, qui se moque d'un instituteur et qui dit « Qu'avons-nous à démêler avec toi, coquin de maître d'école, tête odieuse aux jeunes garçons et aux petites filles, pueris virginibusque ». Il n'y a donc pas de doute, garçons et filles sont ensemble à l'école primaire. Mais pour ma part, je ne vois aucun autre témoignage absolument sûr montrant que cette mixité se poursuit dans le secondaire et dans le supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes éduquées, il y a des femmes au contraire, on connaît très éduquées, mais il est probable que cet enseignement se poursuit à la maison, dans le cadre familial ou dans un cadre privé. Deuxième partie, donc comment se passe la journée à l'école? Je vais prendre deux exemples à partir de deux documents, l'un dans l'enseignement primaire et l'autre à l'autre extrémité dans l'enseignement supérieur. Pour l'enseignement primaire, on est bien renseigné par ce document qui est tout à fait intéressant et qui vient illustrer ce que nous disent les textes. Les maîtres d'enseignement primaire occupent des sortes de boutiques. Des sortes de boutiques qui ne sont pas différenciées des autres boutiques. Le professeur est assis sur une chaise, comme ses élèves, mais vous voyez, on voit que c'est le professeur, parce qu'il a la barbe, donc ça veut dire qu'il est vieux, et il est sur une estrade.
Alors que ces élèves, vous voyez, ont la même chaise, mais pas sur une estrade. Et puis, à côté de lui, on a deux élèves ici, qui sont assis, qui sont en train de lire un volumen. Et puis, on a un quatrième personnage. Alors, vous trouverez quelquefois des interprétations bizarres pour ce quatrième personnage. En fait, la seule chose bizarre, c'est le geste qu'il fait avec la main. Pourquoi est-ce qu'il a la main tendue comme ça et qu'il regarde le professeur? Mais sinon, il n'y a pas de doute sur son identification. Ce n'est pas un élève, comme on le voit écrit parfois, c'est bien un pédagogue. C'est-à-dire un paedagogus, ça vient du grec païs, l'enfant, agogos, celui qui conduit. C'est celui qui conduit l'enfant à l'école. C'est celui qui conduit l'enfant à l'école, et ça on le sait bien par les textes, et qui va, c'est souvent un esclave, hein, et qui va lui servir de répétiteur à la maison pour répéter ses leçons. D'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est le seul qui soit en tunique. Les autres sont en toge. Et puis si vous voulez vraiment être sûr de ce qu'il porte dans sa main, ce n'est pas une valise d'infirmerie, c'est, regardez bien, on y reviendra tout à l'heure, ce sont des tablettes. Il porte les tablettes de l'enfant pour écrire. Il porte son écritoire, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vont faire ces élèves? Eh bien, on l'a vu tout de suite, ils vont lire. Ils vont apprendre à lire, à la fois dans des volumens, des rouleaux, comme on l'a vu sur le bas-relief, qui peuvent être en papyrus ou en parchemin, ou bien comme nous aujourd'hui, dans ce qu'on appelle à l'époque des codex, des livres, qui sont de plus en plus fréquents à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Mais vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de table dans la salle de classe, et il n'y a jamais de table. On lit soit debout, soit sur ses genoux. Et on va apprendre aussi à écrire. Alors on va apprendre à écrire sur des supports comme ceux qu'on vient de voir, ceux du parchemin ou sur du papyrus, avec ce qu'on appelle un calame, c'est un roseau fendu avec de l'encre, ou bien on va apprendre à écrire avec le stylet sur des tablettes de bois qui sont remplies d'une couche de cire. Et ces tablettes peuvent être reliées pour former l'ensemble que vous avez vu tout à l'heure, qui était porté par le pédagogue. C'est ça que porte le pédagogue, c'est un ensemble de tablettes. Alors les stylets ont un côté pointu, vous voyez, c'est celui que imprudemment la jeune femme ici tient sur ses lèvres, et le côté plat, c'est le côté qui est en bas. Donc le côté pointu sert à écrire, le côté plat sert à relisser la cire ensuite pour effacer. Alors c'était très commode pour prendre des notes, pour faire tout, ou envoyer des lettres rapides, un tas de choses. Et là aussi, on n'écrit pas sur une table. On écrit sur ses genoux. Regardez ce document qui est beaucoup plus tardif, c'est un document du XIIe siècle, mais que l'on peut appliquer à notre époque. Il représente un scribe, c'est pas n'importe quel scribe, c'est Saint Matthieu, mais peu importe. Eh bien, regardez, il a une table devant lui. Mais ce qui est fort, c'est que la table ne lui sert pas pour écrire, elle sert simplement à porter ses instruments. Les stylets, un grattoir, il écrit sur du parchemin, et il a un lutrin devant lui pour porter le manuscrit qu'il est en train de recopier. On écrit sur les genoux, il n'y a pas de table non plus. L'enseignement supérieur. Alors on dispose maintenant pour l'enseignement supérieur, depuis 1960, d'un document tout à fait exceptionnel. Ce sont des fouilles qui se sont déroulées à Alexandrie, dans le cœur d'Alexandrie, dans le quartier de Kom el-Dika, où on a retrouvé ce qu'on peut assimiler à l'université d'Alexandrie. On est vraiment en plein cœur de la vieille cité d'Alexandrie. Là, vous avez l'emplacement du phare d'autrefois, le port, bien sûr, qui est enfermé. Et puis, aujourd'hui, c'est la ville moderne. Ici, c'est que vous avez le nouveau musée d'Alexandrie qui est ici. Eh bien, dans ce quartier de Kom el-Dika, on a retrouvé un ensemble construit à partir du IVe siècle, donc l'époque qui nous intéresse, comprenant un ensemble de bains, et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait sans rapport avec les écoles, ce qu'on identifiait jusque récemment encore comme un théâtre, mais qui est probablement un grand auditorium de prestige, et un portique, un grand portique monumental, c'est-à-dire une allée couverte, portée d'un côté par des colonnes, et tout le long de cette allée couverte, des auditoriats, des amphithéâtres, comme ici, si vous voulez.
On en a deux séries. Les premiers sont ceux du sud, les seconds sont ceux du nord. Ceux du sud sont un peu plus petits que ceux du nord. Cet ensemble est tout à fait étonnant, tout à fait remarquable, parce qu'il nous donne l'idée de la façon dont était organisé l'enseignement supérieur dans cette ville d'Alexandrie à partir du IVe siècle. Donc voici en photographie les bains, le théâtre, le portique, donc vous imaginez couvert, et puis à droite du portique, une grande rue, les auditoriats du sud, les auditoriats du nord, qui sont séparés par une rue transversale. Chaque professeur, ça on le sait par un texte qui porte sur Constantinople, l'université de Constantinople, a sa salle de cours. Et ce qu'on interprétait jusqu'à présent comme un théâtre, voire comme le siège de factions de factions de partisans du cirque, les Verts au cirque, eh bien, on pense maintenant qu'il s'agit en fait de l'amphithéâtre de prestige. J'emploie le mot amphithéâtre au sens où nous employons ici amphithéâtre. Voilà, c'est un théâtre, mais un théâtre pour un grand auditorium pour les cours. Et sous le portique, eh bien, s'ouvrent les différentes salles de cours, exactement comme, si vous voulez, vous avez ici l'amphi Pierre d'Or, vous avez cet amphithéâtre ici, et puis des salles de cours qui vont s'ouvrir dans le couloir. Et dans ces salles de cours, eh bien, on va trouver toujours trois éléments: les gradins pour les étudiants, la chaire pour le professeur, surélevée et au milieu du cercle, et puis, quelque chose qui devait être terrifiant pour les étudiants, le pupitre. Parce que ces étudiants, ils apprennent à faire des discours. Mais au bout d'un moment, eh bien, ces discours, ils doivent les prononcer devant l'ensemble des élèves et devant le professeur. Et ces pierres que vous voyez ici, c'est en fait le support d'un pupitre en bois sur lequel l'élève va poser le discours qu'il prononce devant les autres. Et il faut imaginer que le théâtre qu'on vient de voir tout à l'heure, eh bien, devait servir dans les grandes occasions pour des cérémonies particulièrement exceptionnelles, pour des auditions exceptionnelles. Donc chacune de ces salles, je vais vous en montrer deux ou trois, ont ce même schéma: les gradins, la chaire du professeur et le support pour le pupitre. Regardez dans celui-ci, la chaire du professeur, c'était quelque chose. Le professeur était installé, donc les gradins ici, le professeur était installé tout à fait en haut, dans ce qu'on appelle une cathédra en latin, un tronos en grec, et l'élève, ici le pupitre a certainement été déplacé, la pierre de base a été déplacée, elle devait certainement être plus en arrière. Le calendrier scolaire, eh bien, on le connaît bien pour les Grecs, on le connaît moins bien pour les Romains, mais on voit que les vacances d'été étaient pratiquées. Ce texte de Martial nous le prouve. L'ardent juillet cuit la moisson grillée, les lanières découpées dans une peau de Cythie, ces lanières qui déchirèrent le sélénien Martias, ces sombres férules sceptres des pédagogues, laisse-les en repos, en sommeil, jusqu'aux ides d'octobre. Ça veut dire que les élèves sont en vacances de fin juillet jusqu'au 15 octobre. Fin juillet, 15 octobre. Alors on passe au professeur rapidement. Eh bien, le recrutement, à vrai dire, il n'y a pas de concours de recrutement. Il n'y a pas de concours de recrutement et il y a probablement eu des abus. Ce texte de loi qui date de 362 le montre. L'empereur est obligé d'imposer un édit de façon à ce qu'il y ait un contrôle sur le recrutement des maîtres d'école et des professeurs, magistros, studiorum, doctoresque. Parce que, à vrai dire, on s'aperçoit que dans les villes, n'importe qui se disait professeur. Alors c'était d'autant plus intéressant que les professeurs étaient exemptés d'impôts. Ah bon, vous imaginez. Donc, on a des décrets qui montrent que chaque ville limite son nombre de professeurs et de plus en plus, l'État va exercer un contrôle sur le recrutement des professeurs, les municipalités également, qui ici recrutent ces professeurs avec un jury. Un jury composé de ce que le texte appelle les meilleurs, optimi. Donc, on peut supposer que dans le conseil municipal, on réunit un jury des intellectuels. Alors, je vais terminer par les salaires. On a la chance, pour le sujet qui nous intéresse, puisqu'on est début du IVe siècle, de disposer d'un édit de l'empereur Dioclétien qui fixe des prix maximums pour les denrées, pour les objets, également pour les salaires. On vient de vivre au IIIe siècle une période très difficile d'inflation, et donc l'empereur Dioclétien fait cet édit pour limiter l'inflation, pour limiter les prix. On est en 301 après Jésus-Christ, et on a comme ça une liste
de montants pour les salaires, pour les objets, qui est tout à fait intéressante. J'ai extrait dans cette liste ce qui va concerner nos enseignants, ou le personnel enseignant. Alors le pédagogue, celui qui conduit l'enfant à l'école, eh bien, son salaire maximum, c'est 50 deniers par mois et par élève. L'instituteur, même chose, même prix, 50 deniers par mois, par élève. Le grammairien, le professeur du second degré, 200 deniers par mois, par élève. Et le professeur d'enseignement supérieur, l'orateur, le sophiste, le rhéteur, touche, lui, 250 deniers. Faire une conversion en euros n'aurait pas de sens. Hein, voilà. Non. Mais pour vous montrer, avoir une échelle de référence, j'ai pris dans la liste des salaires ce que gagnent les ouvriers spécialisés. Alors le premier en haut de la liste, vous voyez, c'est le TC Darius, c'est le carreleur, hein, c'est celui qui va faire les mosaïques, qui pose des tesselles. Lui, il est payé 50 deniers par jour. Ah oui. Donc ça veut dire que pour qu'un professeur ait le même prix, pour qu'un instituteur gagne la même somme qu'un carreleur, il faut qu'il ait 30 élèves et qu'il travaille 30 jours par mois. Hein, il n'y a pas d'autre... voilà. Et si on prend la liste de tous les ouvriers spécialisés, c'est à peu près ça. Ensuite, on a le pictor parietarius, c'est celui qui fait les peintures murales, le peintre en bâtiment, c'est 70 deniers par jour. Celui qui fait des peintures sur des tableaux, hein, le pictoris imaginarius, lui, c'est 150 deniers. Le charpentier, 50, comme le carreleur. Le ferronnier, c'est 50. Le boulanger, c'est 50. Et le charpentier maritime, c'est 60. Voilà. Et bien maintenant, je vais proposer donc à Sophie de vous emmener visiter les lieux de l'enseignement dans la Rome ancienne. Alors, le temps qu'elle charge le modèle virtuel, quelques mots sur ce que va devenir cet enseignement. Vous avez sûrement remarqué que je vous ai parlé que d'enseignement littéraire. Hein? Eh bien, c'est parce que l'enseignement général est uniquement littéraire. Alors, il existe des professeurs de médecine, il existe des professeurs de philosophie. La philosophie couvre tout ce qu'on appelle les sciences physiques aussi. Hein. Il existe des professeurs de musique, il existe des professeurs de mécanique, hein, des professeurs des écoles d'ingénieurs. Mais ce sont des écoles spécialisées qui sont en dehors du circuit que je vous ai montré. Il faudra attendre le siècle suivant pour qu'apparaisse cette notion de kuklos paideia, c'est-à-dire les arts libéraux qui vont englober en deux séries, le trivium et le quadrivium, à la fois ce que nous appelons les sciences humaines et les sciences dures. Le trivium, c'est les sciences humaines. Alors, on va retrouver, donc il y a la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Et dans le quadrivium, on va retrouver les quatre sciences mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. La musique est une science mathématique. Voilà, je laisse maintenant la parole à Sophie pour vous emmener dans la Rome du IVe siècle. Deux raisons font qu'il est assez difficile de vous emmener visiter les lieux dédiés à l'enseignement dans la Rome du IVe siècle. La première difficulté, c'est que nous n'avons que très peu de sources archéologiques et très peu de sources iconographiques. Tout ce que je vais donc vous emmener visiter, en majorité, est fondé sur une étude des textes latins et grecs. La deuxième difficulté, c'est que dans la Rome du IVe siècle, nous n'avons pu identifier avec certitude qu'un seul bâtiment dédié à l'enseignement. Et c'est un bâtiment dédié à l'enseignement supérieur. Il s'agit de l'Athénaeum, ce que j'appellerai par facilité l'université de Rome, l'université de la Rome antique, qui a été mis au jour dans les années 2010 dans le forum de Trajan, à côté du temple au divin Trajan. Hormis ce bâtiment, nous n'avons pas identifié dans la Rome antique de lieux dédiés à l'enseignement primaire et à l'enseignement secondaire. Pour vous expliquer où officiait le magister, où officiait le grammaticus, je vais donc devoir vous emmener où il est donné réellement cours, c'est-à-dire dans des échoppes, autour du forum romain pour l'école primaire, et sous les portiques dans les exèdres des forums impériaux pour l'enseignement secondaire. Nous terminerons ensuite la visite quand même en allant à l'Athénaeum pour voir ce que pouvait être l'enseignement supérieur dans la Rome antique.
Je vais commencer par vous parler d'enseignement primaire. Et pour ce faire, nous allons sur le forum romain. À gauche, vous avez le temple à Castor et Pollux, et sur la droite, le podium du temple de César. Je vous emmène sur le forum parce que les textes nous disent que le magister, l'équivalent de l'instituteur, officiait dans des échoppes, dans des petites boutiques réparties autour du forum romain. On va aller voir ces boutiques. Alors regardez bien le trajet que je suis en train de faire. Je longe le podium du temple de Castor et Pollux. Vous allez voir, ça a de l'importance pour un texte que je vais vous lire dans quelques secondes. Je longe le temple du podium de Castor et Pollux. Je monte les marches. J'arrive sous un portique. Je marche sous le portique et j'arrive devant ces échoppes où nous pensons, d'après le texte, que le magister pouvait s'installer pour apprendre aux jeunes filles et aux jeunes garçons à lire et à écrire. Alors comment se passait une journée pour un enfant qui apprenait justement à lire et à écrire? J'ai décidé de vous lire un texte qui est un extrait d'un manuel scolaire, c'est très rare, un manuel scolaire du IIIe siècle après Jésus-Christ, donc juste un siècle avant l'époque où nous sommes. C'est un manuel à destination des enfants entre 7 et 11 ans. Il était bilingue ce manuel, latin et grec, on vous a montré un extrait tout à l'heure. Et ce manuel se composait d'une partie dictionnaire et d'une partie avec discours fictifs. Le but, c'était d'apprendre à l'enfant des expressions qui pouvaient lui être utiles dans la vie quotidienne. Alors je vais vous lire ce texte et je vais afficher en même temps un document pédagogique moderne qui est distribué aujourd'hui à certains jeunes enfants. Et vous allez voir les parallèles entre le texte du IIIe siècle et ce document tout à fait contemporain. Alors je commence le texte. Au point du jour, je m'éveille. J'appelle l'esclave. Je lui fais ouvrir la fenêtre. Il l'ouvre aussitôt. Je me dresse, m'assieds sur le bord du lit. Je demande chaussons et souliers parce que j'ai froid. Une fois chaussée, je prends une serviette. On m'en apporte une bien propre. On m'apporte de l'eau pour la toilette dans un pot. Je m'en verse sur les mains, le visage, dans la bouche. Je frotte dents et gencives. Je crache, me mouche, m'essuie, comme il convient à un enfant bien élevé. J'ôte ma chemise de nuit. Je prends une tunique de corps. Je mets une ceinture, je me parfume la tête et je me peigne. J'enroule un foulard autour du cou. J'enfile par-dessus ma pèlerine blanche. Je sors de la chambre avec mon pédagogue et ma nourrice pour aller saluer papa et maman. Je les salue tous deux et je les embrasse. Je cherche mon écritoire et mon cahier et les donne à l'esclave. Ainsi, tout est prêt et je me mets en route, suivi de mon pédagogue, par le portique qui mène à l'école. Mes camarades viennent à ma rencontre. Je les salue et ils me rendent mon salut. J'arrive devant l'escalier. Je monte les marches bien tranquillement, comme il se doit. Dans le vestibule, je dépose mon manteau. Un petit coup de peigne, j'entre et je dis « Salut maître ». Lui m'embrasse et me rend mon salut. L'esclave me tend tablette, écritoire et règles. Je m'assieds et je me mets au travail. J'ai fini d'apprendre ma leçon. Je demande au maître qu'il me laisse aller déjeuner à la maison. Il me laisse partir. Je lui dis « Porte-toi bien, maître ». Et il me rend mon salut. Je rentre à la maison, je me change. Je prends du pain blanc, des olives, du fromage, des figues sèches et des noix. Je bois de l'eau fraîche. Ayant déjeuné, je repars pour l'école. Je retrouve le maître en train de lire. Il nous dit « Allez, au travail !» Et enfin, c'est l'heure. Il faut aller se baigner. J'y vais. Je vais prendre des serviettes et je suis mon serviteur. Je cours à la rencontre de ceux qui vont au bain et je leur dis à tous et à chacun « Bon bain et bon souper ». Voilà ce qu'apprennent les enfants à l'école primaire. Alors vous voyez que le rapport avec le maître me semble quelque peu idéalisé. Ils ont l'air de parfaitement s'entendre. Et j'ai d'autant moins de mal à dire que c'est idéalisé, cette relation entre le maître et l'élève du primaire, que ce n'est pas du tout ce que nous disent les textes. Et ce n'est pas non plus ce que l'on voit sur les peintures. Ce que je vous ai mis à l'écran, c'est une peinture qui a été retrouvée à Pompéi, qui est malheureusement en assez mauvais état. Je me suis donc permis de vous remettre un petit dessin au-dessus qui va vous aider à mieux interpréter cette peinture. Alors que voit-on? On a des élèves qui sont installés sous un portique. Ils portent des tablettes sur leurs genoux. Et là, visiblement, il y a eu un problème avec un élève. Parce qu'on voit le maître en train de frapper
un de ces jeunes élèves, avec une baguette ou avec un fouet, on ne le sait pas trop. Et cette peinture, on peut la mettre en parallèle avec les textes. Je vous lis un tout petit extrait d'un texte de Martial. « Qu'avons-nous à démêler avec toi, coquin de maître d'école, tête odieuse aux jeunes garçons et aux petites filles? Le coq à la tête altière n'a pas encore chanté que déjà ta détestable voix et ton fouet nous étourdissent. » C'est un petit peu différent déjà de ce qu'il y avait tout à l'heure. Et si on prend saint Augustin, et si on lit les confessions de saint Augustin a un très mauvais souvenir de ses années d'école. Il dit qu'il a été battu et que pour rien au monde, il aimerait revivre cette situation. Le rapport entre l'élève et le maître d'école est donc un petit peu loin de ce qu'on lit dans les manuels. Et regardez ce que l'on trouve. C'est une lampe à huile qui est conservée au musée du Louvre et qui représente de façon très satirique le maître, représenté sous les traits d'un âne, qui fait cours à des singes. Donc en fait, on ne sait pas trop lequel des deux apprend des choses à l'autre. Et cette représentation de l'intellectuel, du maître, représenté comme singe, comme âne, est courante dans les représentations iconographiques. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit que les élèves ont toujours leur tablette de cire sur leurs genoux. Pourquoi ces représentations? Parce que l'instituteur, finalement, n'est pas bien vu dans la société romaine. C'est pas du tout prestigieux d'être instituteur à cette époque-là. D'où la représentation de l'instituteur en âne, un petit peu lourdeau, avec ses grandes oreilles qui n'arrangent rien à son image. Voilà pour l'enseignement primaire qui était donc donné dans des boutiques très simples, réparties à différents endroits autour du Forum romain. On va maintenant aller voir où les enseignants du secondaire, les grammatici, et où les enseignants du supérieur, les rhéteurs, donnaient leurs cours. Et vous allez voir que ça va déjà être un petit peu différent. Mais avant de vous emmener voir où étaient donnés les cours de l'enseignement secondaire, je voudrais faire un petit détour par le forum de Vespasien pour vous dire quelques mots des étudiants étrangers. Parce que les élèves étrangers n'étaient pas traités comme les élèves romains. Ils devaient notamment faire une sorte d'inscription au forum de Vespasien, là où se situaient les bureaux du préfet de la ville. Alors on va traverser le forum romain. Je laisse à ma droite le temple au divin César, sur la gauche la basilique émilienne. Ceux qui connaissent un petit peu la topographie de Rome verront qu'il nous manque encore quelques bâtiments, notamment la Regia, qui devrait se trouver à côté de la maison des Vestales, sur la droite, que nous allons restituer très bientôt. Sur la gauche, le temple de Romulus. Ce n'est pas Romulus, le premier roi de Rome, c'est le dernier empereur de Rome. Et je vais tourner à gauche, longer la basilique de Constantin et vous emmener dans le forum de Vespasien. On va voir comment ça se passe pour tous ceux qui voulaient venir étudier à Rome et qui étaient étrangers. Alors on est bien renseigné sur ce qui se passait grâce au code théodosien. C'est un code du 5e siècle qui nous décrit très précisément ce qui se passait pour les étudiants étrangers. Le jour de leur arrivée à Rome, au moment où ils voulaient, si vous voulez, s'inscrire pour suivre l'enseignement à Rome, ils devaient se rendre dans les bureaux de la préfecture de la ville de Rome. Or, ces bureaux, nous savons qu'ils étaient dans le forum de Vespasien. C'est notamment dans le forum de Vespasien que l'on retrouve un très grand plan de marbre de 13 mètres sur 18 mètres qui représentait toute la ville de Rome à l'échelle 1/240e. On pense que ce très grand plan était utilisé justement par les fonctionnaires qui travaillaient dans les bureaux de la préfecture de la ville. Alors que nous dit le texte du code de Théodose? Il nous dit que les étudiants étrangers doivent se rendre dans les bureaux de la préfecture de la ville avec 2 lettres. Une lettre du juge de leur province. Alors où étaient exactement ces bureaux? Nous ne le savons pas trop, peut-être dans la pièce qui se situe ici, juste à ma droite. Ils devaient apporter une lettre du juge de leur province leur donnant l'autorisation de venir étudier à Rome. Ils devaient apporter une deuxième lettre avec le nom de leurs parents, le nom de leur ville d'origine et leur mérite scolaire. Tout le monde n'avait pas le droit de venir étudier à Rome. Il fallait avoir des prédispositions intellectuelles. Et enfin, ça c'est la cerise sur le gâteau, ils devaient préciser à l'administration impériale à quel endroit ils allaient loger. Pourquoi faire? Et bien pour que l'administration impériale puisse envoyer des contrôleurs chez ses étudiants, à l'imprévu, bien entendu,
Pour contrôler qu'ils ne vont pas aller, je vous lis le texte, il va falloir contrôler qu'ils ne fréquentent pas trop les spectacles et ne participent pas de façon courante à des repas déréglés. Bon, en clair, les étudiants étrangers n'ont rien à faire à l'amphithéâtre, au stade, et on va éviter de les retrouver dans les orgies où ils risquent d'être expulsés. Alors justement, quelles sont les sanctions pour ces étudiants? Ça va être le dernier extrait que je vais vous lire du Code de Théodose, enfin l'avant-dernier extrait. Alors, je vous prends le texte pour que vous ayez la citation originale. Le texte dit « Les étudiants peuvent être frappés publiquement de verge, chassés de la ville, embarqués aussitôt sur un navire et renvoyés chez eux. » Il n'y avait donc pas intérêt à être vus à l'amphithéâtre. On a presque l'impression d'entendre un discours politique actuel. Mais passons. Rome n'est donc en aucun cas une terre d'accueil favorable aux étudiants étrangers. Mais il y en a qui travaillent quand même, me direz-vous. Ah oui, mais même ceux-là, il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps. Je vous lis le texte, c'est le dernier. Ceux qui se livrent consciencieusement à leurs études peuvent rester à Rome jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais passé cet âge, celui qui aurait négligé de partir de son plein gré sera ramené dans sa patrie ignominieusement par les soins de la préfecture. Non, de toute façon, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, Rome ne souhaite pas garder les étudiants étrangers sur son territoire. C'est réglé pour eux. On va voir ce qui se passe pour les étudiants natifs de l'Empire. Donc là, je suis passée dans le forum de Nerva pour rejoindre le forum d'Auguste, puisque nous savons que le grammaticus, l'équivalent de l'enseignant du secondaire, officiait dans le forum d'Auguste. Dans le forum de Nerva, apparemment, il n'y a pas d'enseignement. Et c'est assez facile à comprendre. Regardez l'image. Le forum de Nerva est relativement petit. Du coup, les colonnes ont été collées au mur, quasiment. Et du coup, il n'y a pas de place pour s'installer à l'ombre des portiques pour enseigner. Donc, a priori, pas d'enseignement dans le forum de Nerva. Je vais continuer mon parcours et arriver au forum d'Auguste. Et alors là, nous avons plusieurs textes qui parlent du grammaticus, de l'enseignant du secondaire, qui va donner cours dans le forum d'Auguste. Alors c'est un très beau forum, vous apercevez au fond le temple de Marsultor, la statue équestre d'Auguste, Pater Patriae, Auguste père de la patrie. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les exèdres qui sont ici, juste à droite. Les textes disent que c'est là, sous ces exèdres, qu'officiait le grammaticus. C'est quand même beaucoup mieux que les petites boutiques fermées par un simple rideau qu'on avait déjà tout à l'heure vu sur le forum. Et la décoration que vous découvrez ici à l'image n'est pas hypothétique. On est sûr que ces marbres de couleur étaient utilisés dans ces exèdres puisqu'on les a retrouvés. Voici sur cette image, à droite, le portique que l'on reconnaît bien avec sa décoration de marbre avec des motifs carrés et l'exèdre sur la droite. Quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'on sait que les endroits où officiaient les grammatici étaient souvent richement décorés, avec par exemple des bustes d'écrivains, des cartes de géographie. Et voilà ce que nous savons des sculptures qui étaient déposées dans les exèdres du forum d'Auguste. Nous savons qu'au milieu de chaque exèdre, il y avait d'un côté une statue d'Énée, de l'autre une statue de Romulus. Énée, c'est le personnage principal de l'Énéide, de Virgile. Et c'est Virgile qui étudie les enfants à l'âge du secondaire. C'est un environnement idéal pour que le professeur puisse expliquer le texte aux élèves devant justement cette statue d'Énée. Il peut leur expliquer qui était Énée, ce héros parti de Troie pour fonder une nouvelle Troie qui en fait deviendra la ville de Rome. Donc le grammaticus avait des conditions de travail beaucoup plus agréables que le magistère qui enseignait au niveau primaire. Donc des exèdres pour l'enseignement secondaire, dans le forum d'Auguste, nous en avons deux. Celle où je vous ai emmené et l'exèdre équivalente juste en face. On sait que pour l'enseignement secondaire, les grammatici pouvaient également travailler dans les exèdres du forum de Trajan, qui se situe juste à côté. Je vais vous emmener voir ces exèdres. Vous allez voir, elles sont tout à fait équivalentes à celles que nous avons vues pour le forum d'Auguste. Ce sont des exèdres qui sont répartis de chaque côté d'une très grande place centrale et qui sont très richement décorés.
Alors, on dit souvent que le forum de Trajan, c'est un forum en l'honneur de l'empereur guerrier, un forum pour vanter les mérites militaires de l'Empire romain. Je pense que c'est une vision qui doit être revue aujourd'hui, puisqu'il semblerait que le forum de Trajan soit davantage un symbole de culture, de partage du savoir. Regardez ici cette statue équestre de Trajan. Il porte une flèche avec la pointe vers le sol. C'est la paix. C'est la paix que Trajan a ramenée dans l'Empire. Et c'est cette paix qui va permettre de développer les connaissances, de développer le savoir. Et de chaque côté de cette grande place, il y avait deux exèdres où nous savons, grâce au texte, que les enseignants du secondaire s'installaient ici pour apprendre, pour faire lire les textes aux jeunes enfants. Alors quelque chose qu'il faut bien comprendre, et qui était différent aujourd'hui, c'est que dans l'Antiquité, l'école n'était pas obligatoire, encore moins jusqu'à 16 ans. Et ce n'était pas donné à tous d'aller suivre l'enseignement d'un grammaticus, un enseignement secondaire. Pourquoi ce n'était pas donné à tous? Eh bien parce qu'il n'y avait pas d'enseignants du secondaire dans les petites villes. Ici, je vous ai préparé une carte qui représente les écoles fréquentées par Virgile, le poète du 1er siècle. Il est né tout près de Mantoue, c'est le point que j'ai noté 1. Donc tout près de sa ville de naissance, il a été à l'école primaire. Il a suivi les cours du magistère. Ensuite, pour suivre les cours du secondaire, pour suivre les cours du grammaticus, il a dû changer de ville. Il a dû aller à Crémone, parce qu'il n'y avait pas d'enseignement du secondaire dans la ville où il était né. Et vous voyez que les deux villes sont quand même à une certaine distance. Tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants suivre des cours à une 50aine de kilomètres. Et ensuite, pour les études supérieures, il a commencé à aller à Milan. Ensuite, il a été à Rome et il a terminé ses études supérieures à Naples. Tout le monde ne peut pas effectuer ces trajets. Tout le monde n'a pas les moyens financiers de suivre les cours du grammaticus. Et c'est donc, en quelque sorte, une catégorie privilégiée de la société qui va pouvoir envoyer ses enfants suivre les enseignements du secondaire. Et bien sûr, ça ne va pas s'arranger pour les enseignements supérieurs. Alors on sait que les rhéteurs, on le sait par les textes, s'installaient dans des écoles plus grandes et plus prestigieuses que les exèdres que je viens de vous montrer. On le sait grâce aux fouilles qui ont été menées à Alexandrie. Je traverse la basilique Ulpienne et je vais arriver devant la colonne de Trajan, qui elle aussi, quelque part, est un média pour faire passer le savoir. Elle va permettre à tout à chacun de venir voir les reliefs pour voir comment Trajan a vaincu les Daces, histoire qui est en quelque sorte gravée sur cette colonne. Autour de la colonne, encore un symbole de culture, on a deux bibliothèques. Pourquoi les bibliothèques sont ici? Eh bien parce que juste derrière, vous les apercevez sur la gauche de l'image, juste derrière, il y a l'Athénaeum, l'université de Rome. Et on avait deux bibliothèques de chaque côté de la colonne trajane, une bibliothèque pour les textes latins, une bibliothèque pour les textes grecs, avec les codices, les livres et les rouleaux qui étaient rangés dans des niches spécialement prévues à cet effet. Pour l'enseignement supérieur, on va rejoindre justement cette Athénaeum. Alors cette université de Rome, il faut savoir qu'avant 2010, nous ne la connaissions que par les textes. Elle a été retrouvée lors de sondages effectués pour creuser un agrandissement du métro romain en 2010. Ça a été fabuleux. On savait qu'il y avait une université à Rome, mais où? En 2010, on creuse, on trouve cette université. Alors je vais vous emmener voir, elle ressemble tout à fait aux auditoriums qui ont été mis à jour à Alexandrie. On en a retrouvé trois auditoriums à Rome, qui se présentent comme tout à l'heure, avec des gradins pour les élèves. Il faudra ajouter dans la restitution la chaire du maître et le pupitre pour la déclamation des discours, puisque c'est ici que les élèves apprenaient à écrire des discours, et ensuite ils devaient apprendre à les prononcer. Et Quintilien met en garde les élèves qui apprennent justement ces discours à l'école du rhéteur. Il leur dit, attention, c'est bien de faire de la théorie, mais il y a un moment, il faut passer à la pratique. Parce qu'on a vu des étudiants suivre les cours du rhéteur, être brillants à l'école,
et puis une fois arrivé au tribunal, être incapable de répondre à l'avocat d'en face parce qu'on n'avait pas prévu ce qu'il allait dire, tout simplement. Donc, c'est l'art de la déclamation, l'art oratoire, qui va être enseigné ici à ces étudiants. Alors, regardez ce qui a été retrouvé au niveau archéologique. On a retrouvé l'auditorium dans lequel je suis entrée. Donc, vous avez le rapport de fouille ici. Et on suppose, puisqu'on a retrouvé une partie des murs, qu'en fait, il y avait 3 auditoriums côte à côte installés sous ce forum de Trajan. Pour ce qui est de la décoration que nous vous proposons dans le modèle virtuel, elle est bien attestée pour le sol. C'est ce que vous voyez sur cette photographie. Elle est par contre beaucoup plus hypothétique pour la restitution de la peinture sur les murs. Quelques mots de conclusion. Si la Rome du IVe siècle n'était plus la capitale politique de l'Empire, elle n'en reste pas moins une grande capitale universitaire reconnue dans tout le bassin méditerranéen. Rome attire les professeurs les plus renommés. Elle est un grand centre culturel de l'Antiquité tardive. Et s'il est vrai que du point de vue topographique, les bâtiments dédiés à l'enseignement sont encore difficiles à identifier, l'archéologie est prometteuse. Il y a encore 5 ans de cela, nous ne savions pas précisément où était l'université de Rome, nous ne savions pas où étaient ces auditoriums. Et si l'on compare la surface des 3 auditoriums qui ont été mis à jour à Rome, 3, avec les 20 auditoriums retrouvés à Alexandrie, ça veut dire qu'il y en a d'autres ailleurs. Ça veut dire qu'il faut encore fouiller. Ça veut dire qu'on n'a retrouvé qu'une petite partie de cette université romaine. Et il n'y a pas de doute sur le fait que les fouilles archéologiques qui seront menées dans les années à venir seront prometteuses et que la modélisation que nous proposons tout de suite, qui est au jour des fouilles archéologiques, devra être revue et complétée dès que l'ensemble du secteur aura été fouillé. Je vous remercie. Merci à vous. Donc voilà le moment des questions. Le temps que vous... Alors les questions, des collaborateurs, de collaboratrices de l'équipe vous passeront un micro pour poser vos questions, puisque vos questions sont enregistrées aussi. Hein, elles seront sur Internet également. Le temps que vous prépariez vos questions, s'il y en a, je vous rappelle que la prochaine nocturne portera sur le mausolée d'Adrien, comment on est passé du mausolée de l'empereur Adrien au château Saint-Ange, et ce sera le 2 décembre. Voilà, nous sommes à votre disposition pour les questions, s'il y a des questions, bien entendu. Oui. Est-ce qu'on connaît le nombre d'élèves par catégorie à peu près? Alors, pour Rome, on n'a pas, ou en tout cas, je n'ai pas d'indication, mais je crois qu'on n'a pas. Pour Alexandrie, on arrive à estimer le nombre d'élèves d'après le nombre de places. Hein. On pense que dans les écoles d'Alexandrie, on avait 500-600 étudiants, pour un peu plus d'une vingtaine de professeurs. Alors, on a un texte également qui nous décrit le nombre de professeurs pour l'université de Constantinople. On doit, je ne me souviens plus trop du chiffre exact, on doit être autour de 30-35 professeurs pour l'université de Constantinople. Alors attention, on est sous Théodose II, donc on est au 5e siècle. Hein, on est un petit peu après l'époque que je vous donne. Voilà. Et dans les classes d'Alexandrie, donc une vingtaine, vous avez vu, une vingtaine d'auditoriums. Les plus petites, c'est une vingtaine de places. Et pour les plus grandes, on a une 60aine de places. C'est petit, forcément, 500, 600 étudiants, 25 000 étudiants à Caen. Hein, mais voilà. Mais pour l'Antiquité, c'est énorme. Hein, c'est beaucoup, vraiment beaucoup pour l'Antiquité. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une relation à travers les siècles entre le professeur qui est comparé à un âne et les enfants maintenant, des fois où on leur parlait du bonnet d'âne? Ah, j'imagine que ce bonnet d'âne est resté un symbole satirique de l'ignorance, hein, probablement hein, depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'instituteur ne pouvait pas être considéré dans l'Antiquité pour 2 raisons. D'abord parce que tout travail salarié déjà était déconsidéré. Et puis, à 50 deniers par élève et par jour, il ne peut pas avoir de considération. Voilà.
Donc c'est ce qui explique probablement ces caricatures. Et puis le fait aussi qu'on avait des professeurs qui n'étaient absolument pas qualifiés. N'importe qui pouvait tout d'un coup se prétendre professeur. On sait même que sur les ports, les professeurs, les écoles avaient des rabatteurs. Ah oui, on a un texte qui nous raconte, c'est des élèves asiatiques, alors asiatiques, Turquie actuelle, hein, qui arrivent de l'Asie mineure, qui débarquent au Pirée en pleine nuit. Et sur le port, il y a des rabatteurs. Il y a des rabatteurs pour les envoyer dans telle ou telle école. Et le patron du navire est l'ami d'un recteur, d'un professeur, et il va envoyer un groupe d'étudiants chez son copain. Voilà, en pleine nuit. Voilà, c'était. Mais alors, celui-là était très compétent, le recteur en question, puisque c'est un recteur renommé. Mais on pouvait comme ça, voilà, se dire professeur et puis ouvrir son école facilement. Oui. Quand vous évoquiez tout à l'heure la rémunération des maîtres, vous parliez aussi de celle des pédagogues, mais vous disiez un peu plus tôt que c'était principalement des esclaves. Est-ce que ça veut dire que les esclaves avaient été payés d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que ça concerne que ceux dont c'était le métier mais qui n'étaient pas esclaves? Donc les esclaves, en effet, avaient été payés, pouvaient être payés, hein, pouvaient avoir ce qu'on appelait un petit pécule, hein, qui leur permettait éventuellement de racheter leur liberté. Et par ailleurs, il faut imaginer que dans ce texte, il est peut-être question de travailleurs libres, hein, qui sont employés en tant que pédagogues. Alors faut bien voir, ce sont des prix maximums. Ce sont des prix maximums. On a d'autres indications. Par exemple, un petit peu après notre période, sous l'époque Gratien, on sait que les professeurs étaient payés le double des professeurs supérieurs, étaient payés le double des professeurs du secondaire. Alors que là, vous avez vu que le rapport, c'était 200-250. Donc il y a eu des variations au cours de l'histoire. Oui. Bonsoir. Sait-on quel est le rôle des femmes dans l'enseignement? On connaît le cas de Hypatite d'Alexandrie, mais est-ce qu'on a d'autres exemples de femmes enseignantes? D'exemples de femmes enseignantes? Oui. Alors moi, je n'en connais pas. Il y a juste Alexandrie. Sur l'astronomie, Alexandrie. Oui. C'est tout. Non, je n'en connais pas. Merci. Oui, 3 petites questions pour gagner du temps. Sophie nous a montré une image d'un maître qui était en train de fouetter un enfant. Est-ce qu'à partir de là, Sophie peut nous donner une éducation sur la discipline dans les écoles et de quels moyens disposer les grammatiki et autres enseignants pour imposer une discipline? Bon, alors déjà, ils avaient le fouet. Donc je pense que c'est très dissuasif d'avoir un fouet dans une école pour que les enfants respectent la discipline. Et apparemment, il y a des témoignages également de baguettes de bois. Alors quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est nécessairement à prendre en compte, c'est que le texte que je vous ai lu, c'est le texte d'un satiriste. Donc c'est quelqu'un qui, de toute façon, va chercher ce qu'il y a d'un petit peu croustillant à raconter pour que ces satires fassent rire ou fassent sourire. Ça ne veut pas dire que chaque professeur battait ses étudiants. On sait que c'était quand même courant puisque Saint-Augustin l'a connu, mais c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas généraliser à partir d'une satire. Maintenant, qu'est-ce qu'avaient fait les élèves? Pourquoi est-ce qu'ils étaient battus? On peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec aujourd'hui, peut-être une leçon mal apprise ou un petit peu d'indiscipline dans la classe. Mais là-dessus, j'ai pas trouvé de texte qui décrivait exactement ce qu'avait fait l'élève qui n'avait pas plu au professeur. D'accord. Et deuxièmement, les grammatiki, vous disiez, travaillaient dans de bonnes conditions dans les exèdres, c'est ça? Oui, oui. Mais dans les forums. Mais les forums étaient fréquentés par des gens. Oui. Est-ce que ce n'était pas bruyant pour les élèves? C'est très très bruyant. Et on a un texte de Martial, je ne vous l'ai pas lu parce que je trouve que j'ai déjà lu beaucoup de textes ce soir. Martial passe sous un portique, on est sur le forum romain, et il va voir un professeur et il lui dit: est-ce qu'il faudrait que je te paye autant que ce que je te donne pour que tu éduques mes enfants? Est-ce qu'il faudrait que je te donne la même chose pour que tu arrêtes de brailler? Donc oui, apparemment, le bruit était un problème, d'autant que l'on sait que les échoppes sur le forum n'étaient souvent fermées que par des simples rideaux, ce qui, au niveau acoustique, n'est pas formidable quand on sait que les classes étaient côte à côte. Et pour terminer, j'avais lu quelque part que les nourrices jouaient un rôle important dans la période préscolaire.
Ouais. Et Quintilien, je crois, donne des indications sur la façon dont les nourrices parlaient aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, donner des indications sur le rôle des nourrices dans cette période préscolaire? Merci. Alors, c'est surtout les mamans. Surtout les mamans qui sont chargées de l'éducation à la maison. Et on sait que César, on sait que Auguste, on a quelques personnages célèbres qui sont restés très attachés, qui le disent à l'enseignement que leur a donné leur mère. Et les nourrices, évidemment, jouaient également ce rôle d'éducation à l'intérieur de la maison. Jusqu'à 7 ans, c'est très caractéristique, c'est la maman. Et puis, à partir de 7 ans, il y a bien sûr les précepteurs privés qui vont être là, si la famille a les moyens de les payer. Sinon, c'est le père qui va se mettre là à prendre le relais et à prendre en charge la formation de l'enfant. Oui. On n'a pas de traces de diplôme au sens moderne du mot. Par contre, les élèves se vantent ou affirment avoir fréquenté telle ou telle école. On avait des écoles célèbres, et quelquefois ils faisaient d'ailleurs des voyages très très longs pour aller voir tel rhéteur célèbre à Rhodes, à Athènes, à Alexandrie, dans tout le monde méditerranéen. Et c'était une sorte de carte de visite que d'avoir suivi telle ou telle formation. Mais on n'a pas du moins à ma connaissance, je ne connais pas de diplôme au sens diplôme universitaire, de diplôme scolaire comme aujourd'hui. Oui, ça tout à fait, oui. Lettre de recommandation, oui, certainement, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on connaît d'ailleurs le nom de certains professeurs célèbres. Cicéron célèbre ses professeurs dans ses propres écrits. Oui. Vous nous avez dit qu'il y avait un enseignement bilingue en latin et en grec. Est-ce que le latin qui était appris, c'était le même que celui qui était parlé, ou est-ce qu'il y avait une différence, ou est-ce qu'on parlait plutôt des langues vulgaires ou vernaculaires? Oui, ça c'est très très important. Plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de décalage, en effet, entre la langue qui est parlée et le latin que l'on apprend. Le latin qu'on apprend pendant toute la latinité, ça va être le latin de Cicéron, de Virgile, de Sallust, de Terence. Et il est bien évident, on le sait, parce qu'on voit comment on est passé du latin aux langues romanes, on sait que ce latin parlé évoluait énormément. Mais si vous avez vu le texte que je vous ai montré tout à l'heure, le texte qu'a relu Sophie ensuite en français, les passages latins que je vous ai donnés, c'est du latin tout à fait classique, celui qu'on apprend aujourd'hui aux étudiants d'ailleurs. Voilà. Mais le décalage était de plus en plus important au fur et à mesure qu'on est avancé dans le temps. Oui. Mais aujourd'hui aussi, il y a un décalage important entre la façon dont on parle oralement, même quand on essaie de faire attention à ce que l'on dit, et la façon dont on écrit. Est-ce que les élèves avaient des devoirs? Et si oui, est-ce que c'était des dialogues, est-ce qu'ils devaient apprendre ce qu'ils allaient dire comme dialogue pour la veille? Oui. Alors effectivement, ils avaient certainement des devoirs ou des leçons, puisque un des rôles du répétiteur, du pédagogue, c'est de servir de répétiteur, donc pour faire apprendre les leçons. Donc il y avait ça, je ne sais pas si je cherchais à essayer de trouver un exemple qui permettrait de revendiquer l'absence de leçons ou de voilà, ou de devoirs, mais là non, il y a pas beaucoup d'espoir d'aller dans ce sens-là. Manifestement, il devait y avoir déjà des leçons et des devoirs, puisqu'il y avait ce rôle du répétiteur. Des récitations. Les récitations sont bien attestées pour l'école primaire. Et puis, on voit bien que les élèves, chez le rhéteur, devaient écrire des discours. Ils n'écrivaient pas sur le temps de l'école. Il fallait qu'ils écrivaient ces discours chez eux, dans leur chambre ou dans les bibliothèques. Donc il fallait bien qu'ils préparent ces discours en dehors du temps scolaire. On ne sait pas. Alors, il y a les jours de jeu. Les jours de jeu.
Il y a les Oui, jours de jeu. alors oui, mais ce qui est compliqué, Rome a à la fin de l'Empire, on va pas prendre à la fin de l'Empire, on a 171 jours fériés. Oui, non, mais attendez, on a 52 week-ends multipliés par 2, on a déjà 104 jours de week-end. Ah bon, alors ça permet de relativiser, auquel il faut ajouter nos vacances et nos jours fériés. Hein. Donc on doit être à peu près dans les mêmes chiffres. Donc il y a 171 jours de jeu. On sait que ces jours étaient en grande partie chômés. C'était des spectacles toute la journée. Je ne suis pas sûr que pour les écoles, on ait des indications certaines que ce jour-là, il n'y avait pas de cours. Voilà. Mais donc les vacances d'été, c'est quelque chose qui existait. Mais on comprend aussi pourquoi à Rome on a des vacances d'été. Les Romains encore aujourd'hui ne restent pas dans leur ville l'été. Hein. C'est une ville. Rome est une ville l'été. Alors déjà difficile aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas habitués à la chaleur, hein, pour les Normands en particulier. Alors, on a eu un étudiant cher-bourgeois qu'on envoyait à Rome pendant son doctorat et il était étendu toute la journée dans la chambre d'hôtel. Hein, voilà. Mais il faut penser que dans l'Antiquité, c'est bien pire. Hein, c'est bien pire parce qu'on a des problèmes d'odeur, on a une vie qui était difficile à Rome. Donc c'est une ville qui est en grande partie désertée. Oui, une petite précision de la part de Sophie. Sophie en parlant des études étrangers, parlait de natifs de l'Empire et étrangers. Qui est natif de l'Empire à cette époque-là et qui est étranger dans l'Empire romain? Merci. C'est à ça que sert le professeur, c'est qu'il a toujours la réponse aux questions. Alors étranger, c'est pas tout à fait le mot étranger où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont tous romains. Hein, ils sont tous romains, mais ils viennent de cités qui ne sont pas Rome. Ah, c'est ça l'explication. Voilà. Hein. Oui. Alors, on a au moins un renseignement intéressant avec les textes qui portent sur l'enseignement primaire. Ça commence à l'aube, quelquefois à la lumière. Hein, donc une journée comme aujourd'hui, vous imaginez que vers 7h, 7h30, ils étaient au travail. Mais ils arrêtent relativement tôt puisqu'on les voit aller au bain. Hein, or, on sait qu'on prend le bain vers 15h heure solaire. 15 heures solaire, ça nous fait 16 heures aujourd'hui à peu près. Donc le temps, on peut imaginer que la journée scolaire pouvait s'arrêter aux environs de 15 heures avec une petite coupure pour aller manger à midi. Voilà. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Suite à la conquête de la Grèce par les Romains au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une grande circulation de la culture grecque au sein de l'Empire romain. Justement, vous n'avez pas parlé de l'éducation sportive. Et on sait particulièrement que les Grecs avaient une grande culture du sport, notamment par les Jeux Olympiques évidemment, mais aussi une éducation assez dure, notamment chez les Spartiates vis-à-vis de l'agogé. Est-ce que cette éducation sportive s'est étendue aussi à l'éducation romaine? Alors ça, c'est une grande différence entre le monde grec et le monde romain. Le monde romain n'a jamais beaucoup apprécié les exercices athlétiques du type grec. Les Romains, d'abord, n'aimaient pas beaucoup se mettre nus, comme les Grecs. Le mot gymnase en grec, ça vient du gymnos, qui signifie nu, parce que tous les exercices sportifs se faisaient nus. Alors déjà, il y a eu cette réserve-là de la part des Romains. Les Romains ont toujours eu un petit peu de réserve vis-à-vis aussi du sport gratuit. Pour eux, l'exercice physique, c'est l'exercice militaire. Donc le sport à Rome a été un sport beaucoup plus brutal, beaucoup plus fort que dans le monde grec. C'est le combat de l'amphithéâtre. C'est l'amphithéâtre, c'est le combat hommes contre hommes, hommes contre animaux, la chasse, l'exercice de la guerre, parce que c'est ça le combat de gladiateur. C'est l'entraînement militaire, ce sont les courses de chevaux, les courses de chars, donc des choses qui sont beaucoup plus liées à l'esprit militaire que chez les Grecs. Mais on a associé au terme toujours des équipements sportifs dans lesquels on va pouvoir faire de la course, dans lesquels on va pouvoir faire du jeu de balle, de différentes choses comme ça.
Mais ça, donc, c'est une des choses que les Romains n'ont pas pris aux Grecs. Non, l'athlétisme avec réserve. Alors, donc, je répète la question. Hein. Est-ce qu'on a une idée de l'illettrisme? Est-ce qu'on sait combien de personnes, quel pourcentage de personnes étaient instruits? On a deux éléments de réponse qui vont en sens inverse. Bon, vous l'avez vu, l'école est payante pour tous les niveaux. Hein. Donc, il faut pouvoir payer l'école. Deuxièmement, on n'a pas d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur partout. Il faut quelque part. Et il faut arriver à voyager. Donc probablement que l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire a été réservé à une élite aristocratique. Mais l'enseignement primaire, on en a des traces depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, avec des alphabets. On trouve des alphabets qui ne pouvaient servir que dans les écoles, des alphabets bilingues. Et quelque chose qui est assez étonnant, c'est que là, une des premières inscriptions que l'on connaisse en latin, en texte latin. C'est une inscription sur une petite fibule, c'est un petit bijou, où on a la signature de l'artisan. Ce n'est pas seulement une signature, c'est le nom de l'artisan, et en latin, un tel m'a fait, m'a fabriqué. Ça veut dire que l'artisan sait écrire. Hein, sait écrire. Ça témoigne, et on le voit dans différentes inscriptions, dans les graffitis, j'imagine que ce n'étaient pas les propriétaires de maisons qui écrivaient dans les toilettes ou sur les murs de la ville. Hein, voilà. On voit des graffitis qui sont quelquefois les premières lettres de l'Énéide. Hein, ou des phrases qui n'ont rien à voir, qui peuvent être obscènes, mais qui sont écrites en latin correct. Donc l'éducation est au moins primaire, est bien répandue, sans qu'on puisse vraiment le chiffrer, bien sûr. Bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence et fidélité.